Bonsoir. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour cette soirée assez exceptionnelle autour des poétiques de Christiane Taubira. Je voudrais remercier aussi la Maison de la Poésie qui nous accueille encore une fois, son directeur Olivier Chaudenson et aussi toute l'équipe de la Maison de la Poésie. Je voudrais aussi remercier évidemment tous ceux qui nous accompagnent ce soir, tous les artistes, comédiens, poètes, Sophie Bourrel, Alex Descas, Laetitia Aguedon, Marianne Mathéus, Sefa Yeboah, Emmanuel Réveillé, Guy Azéro et Grégory Jean-François et Anapi. Et remercier aussi Rudy Bord et Civic City qui ont fait cette installation merveilleuse, voilà, qui est tout à fait exceptionnelle. Voilà. Et puis aussi, je dois remercier toutes les institutions qui nous soutiennent et qui nous accompagnent toujours pour toutes ces soirées que vous connaissez, particulièrement évidemment ce soir. Je remercie particulièrement évidemment la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la Ville de Paris et la Direction générale à l'Outre-mer, le ministère de la Culture et le ministère des Outre-mer. Et je vais vous demander donc d'accueillir ce soir Christiane Taubira, qui est là, qui vient d'arriver. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil chaleureux et merci de me rappeler ce que nous avons en commun. Le plaisir et le désir en toutes circonstances, et notamment dans les circonstances joyeuses, d'élever la voix, de faire du bruit, d'être indiscipliné. Voilà, ça fait partie des jolies empreintes sur nos vies et sur nos parcours de vie. Merci à Sylvie qui s'est obstinée, je dois dire, qui me harcèle, qui m'empoisonne l'existence. Ça, je suis désolée. Et qui ne veut rien entendre. Donc, depuis le début, je n'ai pas le temps, Sylvie. Et elle m'envoie 5-6 messages. Comme je n'ai pas le temps, c'est plus pratique de morceler les messages. Donc, elle m'en envoie 5-6. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont mon portable, parce qu'on se procure facilement mon portable, à partir de 3 messages, je n'ouvre pas. Néanmoins, Sylvie s'est obstinée et avec la bienveillance, vraiment bienveillance, y compris joyeuse d'Olivier Chaudenson, il a été possible de réserver cette salle avec les contraintes de ma propre vie, puisque ma vie, je la déroule dorénavant à Cayenne, en Guyane, donc en Amérique du Sud. Je suis moins souvent ici, même si je reviens toujours avec beaucoup de bonheur, parce que j'y recroise, j'y retrouve des personnes que j'aime, et parce que Paris, pour moi, reste une ville magique, dans la mesure où c'est une des villes du monde où je sors absolument tous les soirs. Et que j'ai continué à faire, Olivier peut en témoigner, que j'ai continué à faire lorsque j'étais garde des Sceaux, parce que lorsque j'ai réalisé que mon directeur de cabinet faisait sauter mes soirées artistiques, culturelles, je lui ai expliqué que ça n'était pas possible. Il m'a dit, mais oui, mais c'est pas possible que aussi souvent vous ayez une sortie, parce qu'il y a des réunions urgentes. Alors je lui ai expliqué qu'il savait qu'après mes sorties artistiques, je reviens à la chancellerie, je reviens au ministère travailler. Et ça, tout le monde le sait, les huissiers, mes officiers de sécurité, tout le monde le sait. Donc je lui ai expliqué que si la réunion est urgente, il suffit de la placer à 23h30. Il y a eu juste un petit peu moins de réunions urgentes. Et Olivier est très... Moi, j'aime beaucoup Olivier. D'abord, je l'ai décoré. Il s'en souvient.
mais surtout Olivier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Olivier avait l'amabilité de me réserver un siège complètement à l'arrière. Donc j'arrivais quand je pouvais et je repartais si j'avais un message urgent. Et c'était très très commode, donc c'était un siège. Et le public à cette époque-là avait l'habitude de savoir que ce siège-là était inaccessible. Bon, alors ce soir, je suis venue partager une très très belle soirée poétique et artistique avec vous. J'aime beaucoup toutes les artistes et tous les artistes que vous allez entendre et écouter. Elle et ils m'ont proposé d'être assise avec elle et eux. C'est cette dame-là qui avait tout manigancé. Et je leur ai expliqué que je ne suis pas une plante verte, que je ne peux pas rester assise. On n'a jamais cru ça. Que je ne peux pas rester assise puisque je ne suis pas une artiste d'abord. J'ai beaucoup de respect pour les artistes. Je connais chacune et chacun des artistes que vous allez écouter ce soir. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et beaucoup de tendresse pour chacun d'entre eux. Mais c'est leur chant, quoi. Pour ce soir, c'est leur chant. Alors, ce que j'ai proposé, c'est que je fasse tout simplement ce que je sais faire et ce que j'aime faire. C'est-à-dire que nous allons réserver à la fin, tu l'as déjà dit ? Non, pas encore. Ah là, bah, je pique ton boulot. Nous allons réserver à la fin un moment d'échange. Donc, je vais vous écouter. Vous allez m'interroger sur ce qui vous paraît nécessiter un éclaircissement quelconque. Mais vous pouvez aussi juste me dire que vous m'aimez. Vous pouvez juste aussi dire des morceaux de poèmes, vous pouvez chanter un morceau. Nous sommes quand même dans un lieu culturel, artistique et spécifiquement dédié à la poésie. Donc ça fait partie aussi de la communication, de l'échange, du partage. Ça fait partie aussi que si quelqu'un veut se lever et déclamer un poème, vous pourrez le faire. Merci de m'avoir accueilli aussi chaleureusement. Merci... Merci de me donner de l'amour, c'est ce que j'aime le plus au monde. Mais c'est aussi ton chant, parce qu'ici, tu es dans une forêt avec ton chant, tes chants. Voilà. Du sourd travail qui emplit 3 siècles, il est dit maintenant ce que le monde ne voulut pas qu'il se dise. Un lourd combat y fut la seule marque du temps. Ainsi, pour évoquer l'épopée obscure, Delgrès lutta jusqu'à la mort contre des forces très supérieures en nombre et armement. Peut-être son exemple soutint-il la volonté de Toussaint, lui aussi mort pour cette cause, et dont le lieutenant le plus fameux est bien Dessalines, de terrible mémoire. Mais sur ces Indes déchirées, quel miracle, ou quelle nécessité plutôt, a posé sa main laborieuse. Ce qui fut désir, folie et soif de connaissance, ardeur de l'or et plaisir du triomphe a pris corps. Auparavant, et elle traverse la parole, c'est la mer inaltérable. Une femme fut vue qui se leva dans l'aube. Quelle fut-elle encore? C'est ce qu'enfin le chant dira.
Les moins levés le matin, oh, moins qu'à prendre bout de côte là, moins qu'à marrer moins, pour moi aille fêtre moins, et garder les animaux moins, oh, les 6 heures moins fini, moins qu'à prendre grand roi, moins qu'à lever c'est moi, pour moi mort de courage à la divinité. Oui, paiement moi, oh mon Dieu, pas senti, oh, la misère moins, la misère moins. Bon Dieu, fais-moi pour ça. Il va moins bois brûler. Il va moins en pile, son, et moins bien résistant. D'après les exploitants. Oh, oh. Moins pas belle, il pas belle, compagne-moi. Pas faite pour le luxe. Pas même pour le calice, lui doit être à vie. D'après ça, moi qu'à ouais, oh oh. Et moi qu'attends, qui ça l'histoire, qui te vend nous, vieux frère, dans les archives, dans les archives. Bon Dieu, fais-nous pour ça. Et pas bon nous des noms blancs. Otis, tes bois brûlés. Il t'est mis en homme blanc. Lui, Samson, tes bois brûlés. Il t'est mis en homme blanc. Des danses qu'on ne sait plus danser, la terre sépulture où ne viennent plus les ramasseurs d'os, la terre sensuaire, la terre nourricière qu'on ne laisse pas se refaire. On n'a plus non plus à même les pieds. La terre Gaïa, grande et ronde, qui n'est plus bleue, ni comme le ciel, ni comme une orange, quand plus rien ne semble ni à nous, ni chez nous, ni en nous,
la fumée des fusils, le tonnerre des canons, les miasmes des corps à demi brûlés ou laissés au vautour. Tout s'est évaporé. Le papier humide des traités n'en finit pas de sécher. Et nous ? Nous rallions à vos soutes, le vent peuplait vos hautes lysses à compter. Nous épelions du vent la harde de nos cris. Vous qui savez lire l'entour des mots où nous errons, des assemblées de nous qui vous crions nos sangs, et sur ce pont hélez la trace de nos pieds. Nous fêlons le pays d'avant dans l'entrave du pays-ci. Nous l'amarrons à cette mangle qui feint mémoire. Remontons l'amour tari, découvrons l'homme, la femme, unis d'un cep de fer aux anneaux forgés nets. Nous rions de ne savoir nouer l'atoumo et l'épée maïs, quand la terre d'hier débrosse en nous roc et prurite. Édouard Glissant, Pays rêvé, pays réel. Le morne, la folie, était habité par des nègres errants, disparates, rejetés des 32 communes de l'île et qui menaient là une existence exempte de toute règle, sans souvenir, étonnement, ni crainte. La plus proche boutique se trouvait à 3 kilomètres et, ne connaissant nul visage, nul sourire, l'endroit me semblait irréel, hanté, une sorte de pays d'esprit. Les gens du morne, la folie, se dénommaient eux-mêmes la confrérie des déplacés. Le souffle de la misère les avait lâchés là, sur cette terre ingrate, mais ils s'efforçaient de vivre comme tout le monde, de se faufiler tant bien que mal entre éclairs et orages dans l'éternelle incertitude. Mais plus haut, sur la montagne, enfoncées dans des bois profonds, vivaient quelques âmes franchement perdues auxquelles on avait donné ce nom, égarés. Ces derniers ne plantaient pas, ils ne coupaient pas la canne, ils n'achetaient ni ne vendaient, leur seule ressource étant quelques écrevisses, des pièces de gibier, des fruits sauvages qu'ils échangeaient à la boutique contre du rhum et du tabac, des allumettes. Ils n'aimaient pas l'argent. Et si on leur glissait une pièce dans la main, ils la laissaient tomber par terre, l'air ennuyé. Ils avaient des visages impassibles, des yeux imprenables, puissants, immortels. Et une force étrange déferlait en moi. Allez voir, une douceur alanguissait mes os et, sans savoir pourquoi, je me sentais pareille à eux, rejetée, irréductible. Pluie et vent sur Télumé Miracle de Simone Schwarzbart. J'exige un autre centre du monde, d'autres façons de nommer, d'autres manières de respirer. Parce qu'être poète de nos jours, c'est vouloir de toutes ses forces, de toute son âme et de toute sa chair, face au fusil, face à l'argent, qui lui aussi devient un fusil.
Et surtout, face à la vérité reçue, sur laquelle nous, poètes, avons une autorisation de pisser, qu'aucun visage de la réalité humaine ne soit poussé sous le silence de l'histoire. Je suis à la recherche de l'homme, mon frère d'antan, à la recherche du monde et des choses, mes autres frères d'antan. Les 7 solitudes de Lorsa Lopez, Sony Laboutancy. La créolité ne peut au mieux désigner qu'un agrégat d'individus ensemble mixtes et lacunaires. La carence définitoire d'un tel groupe ne saurait se résoudre par un bilan historique non entamé à ce jour ou par une indemnité territoriale. La plupart des physionomies créoles font penser à des sortes de plantes vénéneuses surgies de fissures que la terre aurait insinuées dans son bouillon de lave originel. Beaucoup s'épanouissent après la faille où leur croissance prend pied, et leur visage se creuse d'être raviné ainsi, sans considération d'âge. J'ai croisé quelquefois des silhouettes solides, pareilles à des bidons de pluie, de la taille d'un homme, où l'eau monte sûrement, goutte après goutte, pour finir par s'effondrer dans un grand éclat de rire et de vent. À la fin, c'est là l'écho le plus juste d'un tel tintouin, l'impossible coïncidence d'une foule de corps avec ces quelques pièces de miroir fendues par le milieu. Comme une plante qui ne sait plus s'épanouir ni au soleil, ni même à l'eau, mais seulement à la présence d'une autre plante. Ce silence offre ses abords aux bruns contours d'amples jambages. La sédentarité dans la langue participe la première de la pétrification de la pensée. La parole, elle, est la forme de respiration la plus aboutie dans son mariage avec la ruine. C'est pourquoi nulle puissance de dévastation n'aurait raison des langues créoles. D'ailleurs, si celles-ci venaient à s'incarner, elles iraient chantant « Colère est le prénom de nos vertiges, amour, celui de nos torrents ». Le grand imprévu des viols coloniaux est d'avoir enfanté, car c'est le propre des formations volcaniques d'endurer le temps, de l'engloutir dans leur fournaise, de cracher magma et de recommencer sans fin. Ainsi, les lieux de passage seront incessamment récités. Allées souterraines, chemins de traverse, ravines cousues de branchages, routes à contreflanc, îlets à cordes, ruisseaux des Noirs, pitons d'Anchin, forêt du Tapcal, vallée de Takamaka, massif du Dimitil, sommet Simandef, piton Benoun, forêt de Bélouve, col du Taïbit, piton Bémassoun, roche écrite, gros morne, grand Bénard, arête des Trois Salazes, piton Maïdo, plaine des Cafres. Et dans ces virages élancés, crêtes épineuses, chargements de tonnerre qui sont contournes de la pensée. Et dans cette portion de savane brûlée par la mémoire du plus long décembre, ma parole monte enfin son désir comme un cheval de grande course. Ilo, Estelle Coppolani. I know they have destroyed and are destroying hundreds of thousands of lives and do not know it
and do not want to know it, it's not permissible that the authors of devastation should also be innocent. It is the innocence which constitutes the crime. James Baldwin. Fasciné d'elle, invisible, l'oiseau de feu s'envole fou de lumière, d'expériences douloureuses et de sagesse acquise. Je diffuse la prophétie obscure, le savoir hermétique, la science des mots opaques. Les mots échoués derrière les dents, la même folie de vivre, de mourir et de renaître. Entre hier et demain pèse sur mes paupières une promesse de lumière. La même folie de vivre, de mourir et de renaître. Une promesse de lumière. L'oiseau schizophone de Franck Étienne. Yeah, oui. Yeah, gra. Yes. Yeah, mystica. Done. Aux antens de l'esclavage, certains de nos ancêtres africains disposaient de la faculté d'ordonner à des créatures du vivant, notamment à de puissants animaux. Dès lors, ils étaient souvent adoubés comme bouviers par le maître esclavagiste qui, malgré ce choix, ne se doutait de rien. Avec des sons, des mots, de petits chants, ces initiés improbables maîtrisaient les déplacements des troupeaux de bœufs et de taureaux furieux. En créole, on disait qu'ils maniaient la voix bœuf, entendre la voix des bœufs. En plus des puissances de la parole, il existe donc celle de la voix. Elle peut détenir une infinité de force et de pouvoir sur la vie, sur la mort, sur la joie, faire soleil dans une jolie journée ou dans n'importe quelle nuit. Maître Victor Lambert Trefft avait cette puissance-là, une voix sans maman ni papa, chargée d'un lot de sapience, de fleuves, de graviers et de souvenances anciennes. Hommage au conteur martiniquais Victor de Patrick Chamoiseau. La trame des désirs inassouvis a pris au piège les Antilles et l'Amérique. Depuis l'arrivée des conquistadors et l'essor de leur technique, à commencer par celle des armes à feu, les terres d'outre-Atlantique n'ont pas seulement changé de visage, mais de peur. Peur d'être distancés par ceux qui restaient en Europe, déjà armés et équipés. Peur d'être concurrencés par les peuples de couleur qu'on se dépêcha de déclarer inférieurs pour mieux les brimer. Il fallait d'abord et à tout prix, fût-ce au prix de l'infamie de la traite des nègres, créer une société américaine plus riche, plus puissante, mieux organisée que la société européenne, délaissée, désirée. Sur les Amériques de Suzanne Roussy-Césaire. Il fait dehors un temps magique de genèse, et en moi, sans tendre prélude, ni fin féroce, de musique brouillée. Depuis des milliards de longtemps, ô combien de mères mortes, je te tutoie comme ma création qui n'a jamais dit que tout était fini. La nuit sans deuil, blanc, blanc, blanc tambour entre nos berges. Dieu jette ses fariboles, grains grillés, s'empare de tes cachettes. Le futur Maloya émerge de la pluie. J'ai mal autant de mains cousues d'éclernité, de sources de soleil dorment sous les lataniers. N'ai-je point planté là, sans fontaine? Boris Gamaleya.
Ceux qui pétrifient dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu, affronté sans préparation ni défi. La première ténèbre fut de l'arrachement au pays quotidien, au Dieu protecteur, à la communauté titulaire. Mais cela n'est rien encore. L'exil se supporte même quand il foudroie. La deuxième nuit fut de torture, de la dégénérescence, provenue de tant d'incroyables GN. Supposez 200 personnes entassées dans un espace qui a à peine pu contenir le tiers. Supposez le vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts rafalés, les agonissants croupis. Supposez, si vous le pouvez, l'ivresse rouge des montées sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige, cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues. 20, 30 millions, déportés pendant 2 siècles et plus, l'usure, plus sempiternelle qu'une apocalypse. Mais cela n'est rien encore. Le terrifiant est du gouffre, 3 fois noué à l'inconnu. Une fois donc inaugurale, quand tu tombes dans le ventre de la barque. Une barque, selon ta poétique, n'a pas de ventre. Une barque n'engloutit pas, ne dévore pas. Une barque se dirige à plein ciel. Le vent de cette barque-ci te dissout, te précipite dans un non-monde où tu cries. Cette barque est une matrice, le gouffre matrice, génératrice de ta clameur, productrice aussi de toute unanimité à venir. Car si tu es seul dans cette souffrance, tu partages l'inconnu avec quelques-uns que tu ne connais pas encore. Cette barque est ta matrice, un moule qui t'expulse pourtant, enceinte d'autant de morts que de vivants en sursis. Aussi, le deuxième gouffre est-il de l'abîme marin. Quand les régates donnent la chasse aux négriers, le plus simple est d'alléger la barque en jetant par-dessus bord la cargaison lestée de boulets. Ce sont les signes de pistes sous-marines de la Côte d'Or aux îles sous le vent. Ainsi, toute navigation sur la splendeur verte d'océan, la mélancolie des traversées en transatlantique, la gloire des régates sportives, la tradition des courses de yole ou de gommiers, suggèrent-elles avec une évidence d'algues ces bas fonds, ces profonds ponctués de boulets qui rouillent à peine. Le gouffre est de vrai une tautologie. Tout l'océan, toute la mer à la fin doucement affalée au plaisir du sable sont un énorme commencement seulement rythmé de ces boulets verdis. Mais pour que ces rivages prennent corps, et avant qu'ils soient envisageables, pas même encore visibles, quelle souffrance d'inconnu. La face la plus médusante du gouffre, c'est bien loin, en avant de la proue du négrier, cette rumeur pâle dont on ne sait si elle est nuage de tempête, pluie ou bruine ou fumée d'un feu rassurant. Des 2 côtés de la barque ont disparu les rivages du fleuve. Quel est donc ce fleuve qui n'a pas de mi-temps? Est-il seulement un en avant?
Cette barque ne vogue-t-elle pas en éternité aux limites d'un non-monde fréquenté de nuls ancêtres ? Le troisième avatar du gouffre projette ainsi, à la parallèle de la masse d'eau, l'image renversée de tout cela qui a été abandonné, qui ne se retrouvera que pour des générations, que dans les savanes bleues du souvenir ou de l'imaginaire, de plus en plus élimé. C'est ascèse d'ainsi traverser la terre-mère qu'on ne sait pas être la planète Terre, sentant s'évanouir non seulement l'usage des mots et non seulement la parole des dieux, mais l'image close de l'objet le plus quotidien, de l'animal le plus familier, le goût évanescent du manger, l'odeur traquée de la terre, ocre et des savanes. Je te salue, vieil océan. Tu préserves sur tes crêtes le sourd bateau de nos naissances. Tes abîmes sont notre inconscient même, labouré de fugitives mémoires. Mais tu dessines ces nouveaux rivages. Nous y crochons nos plaies striées de goudron, nos bouches rougies et nos clameurs tuent. L'expérience du gouffre est au gouffre et hors de lui. Tourment de ceux qui ne sont jamais sortis du gouffre, passés directement du ventre du négrier au ventre violet des fonds de mer. Mais leur épreuve ne fut pas morte, elle s'est vivifiée comme dans ce continu, discontinu. La panique du pays nouveau, la hantise du pays d'avant, l'alliance, enfin, avec la terre imposée, soufferte, rédimée. La mémoire non sue de l'abîme a servi de limon pour ces métamorphoses. Les peuples qui se constituèrent alors, quand même, ils auraient oublié le gouffre. Quand même, ils ne sauraient imaginer la passion de ceux qui y sombrèrent, n'en ont pas moins tissé une voile. Avec quoi? Ne revenant pas à la terre d'avant, ils se sont élevés sur cette terre-ci, soudaine et stupéfaite. Ils y ont rencontré les premiers occupants, eux aussi déportés par un immobile saccage. Ou bien n'ont-ils pas flairé que leurs traces dévastées, terre d'au-delà devenue terre en soi, et cette voile insoupçonnée qui à la fin se déploie, est irriguée du vent blanc du gouffre. Et ainsi, l'inconnu absolu, qui était la projection du gouffre et qui portait en éternité le gouffre matrice et le gouffre en abîme, à la fin, est devenu connaissance. Non, pas seulement connaissance particulière, appétit, souffrance et jouissance d'un peuple particulier. Non, pas cela seulement, mais la connaissance du tout qui grandit, de la fréquentation du gouffre et qui, dans le tout, libère le savoir de la relation. De même que l'arrachement primordial ne s'accentuait d'aucun défi. Ainsi, la prescience et le vécu de la relation ne se mêlent-ils d'aucune jactance. Les peuples qui ont fréquenté le gouffre ne se vantent pas d'être élus. Ils ne croient pas enfanter la puissance des modernités. Ils vivent la relation qu'ils défrichent à mesure que l'oubli du gouffre leur vient et qu'aussi bien leur mémoire se renforce. Car si cette expérience a fait de toi, victime originelle flottant aux abysses de mer, une exception, elle s'est rendue commune pour faire de nous, les descendants, un peuple parmi d'autres. Les peuples ne vivent pas d'exception. La relation n'est pas d'étrangeté, mais de connaissances partagées. Nous pouvons dire maintenant que cette expérience du gouffre est la chose la mieux échangée. Pour nous,
pour nous, sans exception. Et quand même, nous maintiendrions l'écart. Le gouffre est aussi projection et perspective d'inconnu. Par-delà son abîme, nous jouerons sur l'inconnu. Nous prenons parti pour ce jeu du monde, pour les Indes renouvelées vers lesquelles nous hélons, pour cette relation de tempête et de calme profond. Où honorer nos barques? C'est cela qui nous tient en poésie, quand bien même nous consentons à toute irrécusable technologie. Quand même nous concevons le bon des politiques à concerter, l'horreur à vaincre des famines et des ignorances, des tortures et des massacres, et le plein du savoir à apprivoiser, le poids de chaque machinerie qu'à la fin nous contrôlerons. Et à la fulguration usante des passages d'une ère à l'autre, de la forêt à la ville, du compte à l'ordinateur, il y a en proue et désormais commune cette rumeur encore, nuage ou pluie ou fumée tranquille. Nous nous connaissons en foule, dans l'inconnu qui ne terrifie pas. Nous crions le cri de poésie. Nos barques sont ouvertes pour tous. Nous les naviguons. Nos barques sont ouvertes pour tous. Nous les naviguons. Nos barques sont ouvertes pour tous. Nous les naviguons. La barque ouverte, Édouard Glissant. Parfois, et c'est étrange, il me prend fantaisie de retrouver forme mortelle. Alors, je me transforme, je me change en anolie et je tire mon couteau quand les enfants s'approchent de moi, armés de petits lassos de paille. Parfois, je me fais coq-gamme dans le pit et je me saoule de braillements bien plus que de rhum. Ah, j'aime l'excitation de l'esclave à qui je permets de remporter le combat. Il s'en va d'un pas dansant, brandissant le poing en un geste qui bientôt symbolisera d'autres victoires. Parfois, je me change en oiseau et je défie les jeux de paume des gardements qui crient « Touchez !» Je m'envole dans un froufrou d'ailes et je ris de leurs faces déconfites. Parfois, enfin, je me fais chèvre et caracole aux alentours de Samantha, qui n'est pas dupe, car cette enfant mienne a appris à reconnaître ma présence dans le frémissement de la robe d'un animal, le crépitement du feu entre quatre pierres, le jaillissement irisé de la rivière et le souffle du vent qui décoiffe les grands arbres des mornes. Papa loco, où c'est vent, poussez n'allez, nous ces papillons apporté nouvelle bayagoué. Papa loco, où c'est vent, poussez n'allez, nous ces papillons apporté nouvelle bayagoué. Et tout ça qui dit bien, j'aime l'aïe. Et tout ça qui dit malo, j'aime l'aïe. Papa loco, où c'est vent et où c'est n'allé, nous c'est papillons apporté nouvelle bayagoué.
J'invoque la mer et son audience funèbre et l'odeur violente de son acclamation. La mer qu'agite un remords très ancien et qui s'engouffre dans le livre de ses voiles. Mer de bonne alliance et repu d'amnésie pour qui fut témoin du crime. J'invoque la mer et son tumulte d'insouciance à l'arrivée des îles, le vent haut des falaises assaillies d'oiseaux sacrés. Et nous voilà, hommes des mers, prisonniers des labours et des caprices du fouet, retournés au commencement de l'enfance, aux servitudes du vaincu, à la noblesse des mornes. J'invoque la mer comme une longue chaîne au pied des îles, comme une frondaison majeure et jalouse, comme une femme, mettant au monde un soleil noir dans un grand cri jamais éteint. Mer intime, où le désir fait sa ruche sans se soucier de l'inquiétude des nuits, ni de la ronde du malheur, ni de l'exil des étoiles que nous confondions avec des fruits. Et l'homme aussi gonfle sa mer aux portes de nos plages. Prisonnier noir, je dis bien prisonnier français. Est-ce donc vrai que la France n'est plus la France? Est-ce donc vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage? Est-ce donc vrai que la haine des banquiers a acheté ses bras d'acier? Et votre sang n'a-t-il pas ablué la nation oublieuse de sa mission d'hier? Dites, votre sang ne s'est-il pas mêlé au sang lustral de ces martyrs? Vos funérailles seront-elles celles de la Vierge Espérance? Sang, sang, ô sang noir de mes frères, vous tachez l'innocence de mes draps, vous êtes la sueur où baigne mon angoisse, vous êtes la souffrance qui enroue ma voix. Oui, entendez ma voix aveugle, génie sourd-muet de la nuit, pluie de sang rouge sauterelle, et mon cœur crie à l'azur et à la merci. Non, vous n'êtes pas mort gratuit, ô mort. Ce sang n'est pas de l'eau tépide. Il arrose épais notre espoir qui fleurira au crépuscule. Il est notre soif, notre faim d'honneur, ces grandes reines absolues. Non, vous n'êtes pas morts gratuits. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. Dormez, ô morts, et que ma voix vous berce, ma voix de courroux que berce l'espoir. Tiaroy, Léopold Sédar Senghor. Ô désert de Syrie, monté par ces jeunes empereurs à l'époque tranchante de Rome. Son sel s'est fondu dans l'Euphrate. Plus loin au nord, le printemps a planté des kilomètres de vergers. Des fleurs frénétiques chuchotent au vent. Les oiseaux recourent à des couloirs d'air, à même l'air pour voler. Leurs ombres proviennent de l'âme. Il est nécessaire de ne pas rester immobile. L'histoire mange encore la poussière. La brume ne se lève pas. Le voyage est de la famille. Était là-dedans.
Ana Kaona. La première dans les Amériques se leva contre les conquistadors. Ana Kaona, qui signifie la fleur d'or. Scanda d'abord le poème des esclaves mineurs qui travaillaient au fond des canyons aurifères. Elle déclama le désespoir des familles dans les repartimientos, le fouet des commandeurs cinglant au-dessus du rire des cours d'eau, les épidémies apportées par les hidalgos, les suicides collectifs, après de longues nuits de prière. Enfin, l'interminable aboi des prêtres espagnols, appelant les Indiens à se convertir aux dieux des esclavagistes, les croix, les cagoules et l'encens des prières, planant au-dessus de l'extermination systématique d'un peuple entier. Nous sommes tous les fils de la fleur d'or. Romancero des étoiles, Jacques-Stéphane Alexis. Si l'été est pluvieux et morne, si le ciel voile l'étang d'une paupière de nuages, si la palme se dénoue en haillons, si les arbres sont d'orgueil et noirs dans le vent de la brume, si le vent rabat vers la savane un lambeau de chants funèbres, si l'ombre s'accroupit autour du foyer éteint, et si une voilure d'ailes sauvages emporte l'île vers les naufrages, si le crépuscule noie l'envol déchiré d'un dernier mouchoir, et si le cri blesse l'oiseau, tu partiras, abandonnant ton village, sa lagune et ses résiniers amers, la trace de tes pas dans ses sables, le reflet d'un songe au fond d'un puits, et la vieille tour attachée au tournant du chemin, comme un chien fidèle au bout de sa laisse, et qui aboie dans le soir, un appel fêlé dans les herbages. Nègre, colporteur de révolte, tu connais les chemins du monde. Depuis que tu fus vendu en Guinée, une lumière chavirée t'appelle. Une pirogue livide, échouée dans la suie d'un ciel de faubourg. Bois d'ébène de Jacques Roumain. Plier genoux, puis une marche après l'autre, inexorablement descendre la honte et la rage, nouant le cœur et la parole, survivre et transmettre, survivre pour transmettre, s'éteindre ou ruser, ruser ou s'éteindre, telle est l'épreuve de la défaite. Vaincu, quand on a tout perdu, tout. La terre pays, ses marques, dans l'air et les branches, l'eau et la pierre. La terre qu'on ne peut plus pétrir, ni encore parcourir, ni seulement fleurir, qu'on ne piétine plus, son humus, son argile, que ne résonne plus l'écho distrait des chants qu'on ne sait plus chanter. Frivolité, Christiane Taubira. Je voudrais t'écrire une lettre d'amour, à distance des pneus enflammés, une lettre de 24 souvenirs rapiécés, où je serais essoufflée de liberté. Comment raconter tous ces refrains de survivants
sans épargner de l'indignité des heures, de ces oppressions caillées qui dessèchent nos vies, de la puanteur de ces rues en toile d'araignée. Comment écrire sur cette île de sang sans trimballer sous des dépouilles? Je cherche de quoi tenir droite, mais la terre devient éponge sous mes pieds. Ici, c'est toujours avec un cadavre qu'on salue l'aube pour mémoriser nos douleurs. On salit et on tire au sort les bêtises pour dissiper les fracas de nos gorges, vaincre nos souffrances fraternelles. Je voudrais t'écrire un long poème d'amour pour exalter ta course dans les chemins entassés. Mais ici, les mots sont bègues. Il fait un temps à démanteler, à dompter les paroles brutes. Un temps de rechange, de cannibalisme, de foudres obscures. La vie a un arrière-goût d'esclavage dans nos bouches. On respire par des détours pour éplucher les cicatrices, de gauche, de droite, de nulle part. Jessica Nazaire. Jessica Nazaire. Long line de ré, 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 long line de ré. Pour gagner, jouer la chambre, pour caler une mon corps. Pour pas manger tout mon petit dessert, à toute la nuit blanche. Mon passé envolé, je l'habille, mon cœur pour récompense, ingratitude, trahison, ingrat de ce mot. L'enlaï de ré, 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 l'enlaï de ré. Pour gagner chaque la chaux, pour caler au corps. Je dis bien, pour ceux qui n'en savent rien, je dis Élidée, deux êtres confondus en un seul, à jamais seuls, malgré la route, toute première scène, que se rappelle une joue encore ahurie, malgré la belle, malgré les sarcasmes, malgré les querelles, malgré les fantômes sous verre du 6e, malgré le dépit, malgré la faim de paix, malgré la soif de haine à la menthe, de menthe à l'amour, malgré l'eau qui venait à la bouche de haïr l'amour et d'aimer la haine, malgré les larmes, malgré l'oubli qui sait si bien sécher les larmes, malgré les cris de bêtes blessées dont s'inquiétait Seine, bien malgré elle, malgré la mansarde, malgré la neige en plein dans la mansarde, malgré le riz cuit à l'alcool, malgré le téléphone, arme blanche, méfiez-vous-en mes frères, comme de l'amour qui n'ose dire à soi-même « Je suis l'amour, un point c'est tout, et parce que je suis l'amour, un point c'est tout ». Le doute est là, mal sans remède. Élidée, Léon Gontran, Damas. Camarades, n'avons-nous pas autre chose à faire que de créer une troisième Europe? L'Occident a voulu être une aventure de l'esprit. C'est au nom de l'esprit européen, que l'Europe a justifié ses crimes et légitimé l'esclavage dans lequel elle maintenait les 4/5 de l'humanité.
Oui, l'esprit européen a eu de singuliers fondements. La décolonisation ne passe jamais inaperçue, car elle porte sur l'être, elle modifie fondamentalement l'être, elle transforme des spectateurs écrasés d'inessentialité en acteurs privilégiés, saisis de façon quasi grandiose par le faisceau de l'histoire. Elle introduit dans l'être un rythme propre, apporté par les nouveaux hommes, un nouveau langage, une nouvelle humanité. La décolonisation est véritablement création d'hommes nouveaux. Mais cette création ne reçoit sa légitimité d'aucune puissance surnaturelle. La chose colonisée devient homme dans le processus même par lequel elle se libère. Les damnés de la terre, Frantz Fanon. Remonter toute la chaîne de mon existence pour comprendre une fois pour toutes. Remettre au monde un à un mes aïeuls et mes aïeules. Jusqu'à l'aïeul Franginin, jusqu'à Bonal Lafleur, jusqu'à Tertullien Messidor et Anastase son père, jusqu'à Hermantia, Orville et Holmen au regard d'eau et de feu. Holmen dont je ne connais toujours pas le visage, Holmen qui m'a toujours manqué et me manque encore. Quel ouragan, quel tumulte! Dans toute cette histoire, il faudra tenir compte du vent, du sel, de l'eau, et pas seulement des hommes et des femmes. Le sable a été tourné et retourné dans le plus grand désordre. On dirait une terre attendant d'être ensemencée. Loco a soufflé 3 jours d'affilée et a avalé le soleil. 3 longs jours. Le ciel tourne enfin en un gris de plus en plus clair, laiteux par endroits. Bain de lune, Yannick Lahens. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir. Et toute la terre retentit du vacarme des pioches, dans l'épaisseur du minerai noir. Et tout juste, c'est tout juste si des chimistes ne pensèrent au moyen d'obtenir quelques alliages précieux avec le métal noir, tout juste si des dames ne rêvèrent d'une batterie de cuisine en nègre du Sénégal, d'un service à thé en massif négrillon des Antilles, tout juste si quelques curés ne promit à sa paroisse une cloche coulée dans la sonorité du sang noir, ou encore si un brave père Noël ne songea, par sa visite annuelle, à des petits soldats de plomb noir, ou si quelque vaillant capitaine ne tailla son épée dans l'ébène minéral. Toute la terre retentit de la secousse des foreuses. Dans les entrailles de ma race, dans le gisement musculaire de l'homme noir. Voilà de nombreux siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race. Ô couche métallique de mon peuple, minerai inépuisable de rosée humaine. Combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair? Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps, jonchant tes années de tiges mortes et de flaques de larmes? Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde,
mûrit ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle. Nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. René Despestre, extrait du Minerai noir. En hommage à Ina Césaire, Exil, une chanson dont elle a écrit les paroles. J'ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j'ai réinventé ses bruits et ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui mêlés au son d'hier scandent ma nostalgie, réchauffe mon hiver. Parfois il volcan et parfois il pleure. J'en connais les beautés, j'en connais les douleurs. Des contes oubliés naissent du souvenir. Entre les pleurs, on se prend à rire. Nous jamais marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à driver, à tellement nous la nourriver. J'en dis jour nous que jambes de l'eau là, nous j'en connais tout pays. En vieille chanson qu'a dit mon pas moun l'autre bord c'est mou d'ici. Je suis né loin d'ici, pourtant je suis d'ici. Je reconnais des mots que je n'ai pas appris. Et la voix d'où sa mère, la voix de l'orphelin, redit des mots, les mots qui ont faim. Nous jamais marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à driver, actuellement nous la nourriver. Jodi jour nous que jambes de l'eau, nous ja connaît tout pays. En vieille chanson qu'a dit mon pas moun, l'autre bord c'est moun ici. En vieille chanson qu'a dit moi pas moun, l'autre bord moun ici. Debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme. Et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence. Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie. Que nous n'avons rien à faire au monde. Que nous parasitons le monde. Qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde. Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer. Et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction, immobilisé au point de se faire veuve. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule. Et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement
sans limite. Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Voilà, voilà, je viens vous dire ce qu'au grand jamais vous n'aurez. Voilà, voilà, nous leur dirons ce qu'au grand jamais ils n'auront. Prendre l'apparence pour la substance, ce qui se voit pour ce qui est, nous rétrécir à la couleur et croire qu'on va s'y résigner. Voilà, voilà ce qu'au grand jamais vous n'aurez. Voilà, voilà ce qu'au grand jamais ils n'auront. Vous jetez vos regards hautains sur nos corps, sur nos embarras. Vous croyez voir des choses en moins, alors que le progrès, c'est moi. Voilà, voilà ce qu'au grand jamais vous n'aurez. Voilà, voilà ce qu'au grand jamais ils n'auront. Qu'on acquiesce au sort qui grimace, qu'on boude une joie entêtée, qu'on laisse s'éteindre les beautés et remonter toutes les disgrâces. Voilà, voilà ce qu'au grand jamais vous n'aurez. Voilà, voilà ce qu'au grand jamais ils n'auront. Vous qui croyez tenir nos vies, vous qui jouez de nos ennuis, vous qui n'êtes que diversion dans ce monde en ébullition, vous, les faiseurs ou les jouets de ces violences, de ces désordres, petits potentats impulsifs, oppresseurs vils et instinctifs, ignorant des trésors enfouis, dans ces promesses qui vous dépassent, dans ces prodiges qui vous débordent, d'où nous vient cette volonté de refuser de nous soumettre, de ne rien céder à la force, ni à vos intimidations, de ne pas craindre vos ordalies, ni sombrer en mélancolie. Nous buvons et nous danserons sur vos paniques de poltron, sur vos imprécations rancies, sur vos défaites et vos replis, sur vos angoisses, vos inepties. Nous buvons et déjà dansons à nos vigueurs, à nos gaietés, à la vie, à ses brasillances, à nos exploits, à nos loupés. D'où nous vient cette volonté? Voilà, voilà ce qu'au grand jamais vous ne saurez. Voilà, voilà ce qu'au grand jamais vous n'aurez. Nous savons la fraternité, rude et rêche à l'accomplissement, rétive aux fausses simplicités, plus âpre qu'un combat de plaine. Nous sommes ces hardis fantassins, et notre chant qui ne faiblit, ne dépérit ni ne s'épuise, usera vos inimitiés. Vous qui croyez, vous qui croyez tenir nos vies. Voilà, voilà, de la seule et unique reine de nos cœurs et de nos âmes, que j'aimerais qu'elle nous rejoigne, Madame Christiane Taubira.
La parole. Nous allons dormir ensemble. D'abord, j'ai bien fait d'être parmi vous, parce que j'ai pu voir leur visage. J'ai pu voir le ballet, comme vous l'avez vu. Je n'aurais pas profité de la soirée, de vos performances, de la même façon si j'avais été là parmi vous, même si évidemment c'est un grand, grand bonheur de séjourner parmi les artistes. Donc j'étais très, très heureuse de voir les impressions de vos visages, de voir vos démarches aussi, les danses, mais cette façon, ce ballet que j'apercevais depuis la salle, c'était en plus du reste. Je ne sais pas quoi faire là maintenant, franchement. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Alors il paraît que je pensais que vous avez envie qu'on cause. Non, hein, on est bien. Nous repartons sur ces textes-là. Il n'y a pas de main de toute façon. Peut-être avez-vous envie de dire des choses, pas forcément des questions. Tiens, il y en a un là. Laetitia. Pas forcément des questions. Je suis gourmande, moi aussi, de vous entendre, de vous écouter. Bonjour tout le monde, déjà bravo, c'était sublime, enchanté à toutes et à tous, c'était assez touchant, enfin vraiment très touchant. Je me présente, du coup, je m'appelle Élie, je suis en double licence d'histoire et de philosophie et ça a son importance parce que j'ai une question pour Madame Taubira à ce sujet. Ce semestre, j'ai eu un cours qui était obligatoire d'histoire moderne sur, c'était appelé les grandes découvertes, mais évidemment c'était sur la conquête et surtout sur tous les traumatismes qui ont eu lieu en Amérique du Nord et du Sud aussi. Ma question, en fait, ce cours nous a beaucoup perturbé, mes camarades et moi qui sommes politisés, parce que c'était évidemment toujours très européano-centré. Je précise que je suis à la Sorbonne, donc je suis au Panthéon, ce qui pourrait vouloir dire que c'est assez, que les cours soient organisés de manière politique, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Et du coup, ce cours nous a beaucoup perturbés avec nos camarades. Et c'est vrai que nous, on n'est pas touchés, que ce soit par nos ancêtres, etc., par ce traumatisme-là. Donc nos questions étaient un peu sans réponse, mais en tout cas ma question c'est comment est-ce que vous, selon vous, quelle est la bonne manière d'aborder ce sujet scolairement, que ce soit en études supérieures ou dans les petites écoles, parce que évidemment européano-centré ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, c'est la bouillie intellectuelle selon moi, ce qui était assez d'ailleurs compliqué de passer le partiel dessus, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, comment est-ce que vous pensez que quelle est la bonne manière d'aborder ce sujet-là scolairement parlant? Le cours était intitulé Les grandes découvertes ? Oui. Ah ? Avec des guillemets, mais les deux professeurs de CM. Après, nos cours sont divisés en deux parties. On a des CM obligatoires, qui sont des cours magistraux sans question. Et après, on a des travaux dirigés avec des professeurs doctorants, qui, quand ils sont plus jeunes, j'ai envie de le dire, désolé pour tout le monde, mais quand ils sont plus jeunes, sont plus à même de nous faire étudier des textes, notamment de poésie, pardon. Mais oui, c'était intitulé Les grandes découvertes avec des guillemets. Bon, je suis triste de vous entendre, mais intéressée à vous entendre en tout cas, puisque je vais relayer. Normalement, il doit y avoir une évaluation de l'enseignement de cette immense histoire. Cette évaluation devrait être effectuée par des personnes tout à fait compétentes. Je précise d'ailleurs que dans les 5 années qui ont suivi l'adoption de la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, la loi contient un article 2 qui impose l'enseignement de cette histoire, de la recherche et de la coopération. Sur l'enseignement de cette histoire, normalement, alors les 5 années qui ont suivi la loi, il y avait un rapport. Il y avait un corps d'inspecteurs qui effectuait une tournée dans les établissements scolaires et qui élaborait un rapport pour établir l'état de l'enseignement. Ça, c'était au niveau du primaire et du secondaire, pas au niveau universitaire. Au niveau universitaire, j'ai tenu d'ailleurs dans l'article 2 à indiquer qu'il fallait également stimuler la recherche, parce qu'à l'époque où il y avait les débats sur la loi, vous n'étiez peut-être pas nés, à l'époque où il y avait ces débats, il y a des historiens qui ont beaucoup protesté sur le fait qu'une législatrice, enfin que les législateurs se mêlent de l'histoire et de l'enseignement de l'histoire. Et il y avait des querelles quotidiennes à ce propos.
Donc le débat était quand même public. Il n'avait pas la vigueur des débats publics aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais sur les médias mainstream, comme on dit, il y avait des débats, il y avait des émissions pratiquement tous les jours à ce propos. Et il y avait donc des historiens qui protestaient en disant que le législateur n'a pas à se mêler de l'histoire, il n'a pas à dire l'histoire. La proposition de loi que j'ai rédigée, la loi qui a été adoptée, ne dit pas l'histoire, mais elle dit qu'il faut enseigner l'histoire. Et elle encourage la recherche. Et c'est ce qui a été fait puisque nous sommes dans la 21e ou la 22e année d'attribution d'un prix de thèse. Et je l'ai fait parce que des étudiantes et des étudiants sont venus me voir à l'Assemblée nationale pour me dire qu'elles et ils connaissaient des jeunes, des étudiantes et des étudiants qui étaient intéressés à travailler sur ces sujets-là, mais qui n'y parvenaient pas parce qu'ils ne trouvaient pas de directrice ou de directeur de thèse. C'est donc pour cette raison que je me suis beaucoup battue à l'Assemblée nationale pour cet article 2 sur l'enseignement et sur la recherche universitaire. Donc nous sommes à la 21e année, ça veut dire que nous avons 21 thèses primées, et même 22 parce que l'année dernière, 2 prix ont été octroyés. Nous avons au moins 21 thèses primées. C'est-à-dire qu'il y a plus de thèses que cela qui ont été élaborées. Dans les premières années, essentiellement ou même exclusivement en histoire, et les années suivantes, au bout de 5-6 ans, d'autres sciences humaines et d'autres sciences sociales s'y sont aussi impliquées, et nous avons donc des thèses dans plusieurs disciplines différentes. Parce que, alors, l'argument principal que j'ai utilisé à l'Assemblée nationale pendant les débats, c'était que, pour l'enseignement notamment, qu'il n'était pas possible, il n'était pas concevable pour moi que des enfants et des adolescents découvrent cette histoire toutes seuls. Qu'il était essentiel qu'il y ait un adulte avec eux. Et donc ça, c'était pour l'enseignement. Mais évidemment, pour enseigner, il faut élaborer des manuels scolaires, et ces manuels scolaires ne peuvent que s'appuyer sur la recherche. D'où l'importance de la recherche universitaire. Donc nous avons plus de 21 ans de matériaux universitaires qui peuvent permettre d'élaborer des manuels scolaires, des ouvrages d'enseignement, des ouvrages d'accompagnement également. Je suis donc extrêmement surprise d'apprendre que dans une institution du niveau de la Sorbonne, qui est un des établissements universitaires phares de la France vis-à-vis du monde, qui est censé être lucide, clairvoyant, à l'avant-garde, en tout cas c'est ce qu'on projette lorsqu'on parle de la Sorbonne, je suis très très surprise d'apprendre cela. Donc je vais le faire remonter, pas pour qu'on sanctionne qui que ce soit, mais simplement pour qu'on comprenne qu'il y a une espèce de poche comme ça, ou un vocabulaire qui est quand même complètement obsolète. On ne parle plus de découverte. Il y a longtemps qu'on a compris que ces mondes-là existaient, que ces mondes existaient avant l'arrivée de M. Colomb, qui s'est trompé en plus. Et que dans ces mondes-là, il y avait des cultures, il y avait des religions, des croyances, il y avait des architectures, il y avait des archéologies, il y avait des arts manuels, il y avait une cosmogonie, c'est-à-dire une explication de l'univers, il y avait un rapport à la nature, à la végétation, à tout l'environnement, que dans ces cultures, on considère comme étant vivant. L'Europe est en train de découvrir aujourd'hui que l'environnement est vivant. Et elle le découvre avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais dans ces sociétés-là, aussi bien dans les Amériques qu'en Afrique, les communautés humaines savaient que ces environnements étaient vivants. Et je ne le dis pas pour idéaliser les communautés humaines des Amériques et d'Afrique, c'est juste que c'était dans leur culture, parce que c'était dans leur rapport à la nature. Lorsque l'Europe s'interroge sur la nature, elle le fait au XVIIIe siècle, qui est d'ailleurs un siècle d'intensification de la traite négrière. Les statistiques connaissent des pics pendant la période des Lumières. Lorsque l'Europe découvre vraiment la nature, sa profusion, sa fécondité, etc., elle veut s'en emparer. Parce que dans le même temps, elle a une économie qui se développe, elle a une économie qui devient vorace, elle a une économie qui a de plus en plus besoin à la fois de marché, donc de débouchés, mais aussi de sources et de ressources. Et elle découvre ça. Et donc son rapport à la nature devient un rapport prédateur.
Et ça n'est pas une analyse gratuite que je fais là. Hein. Il y a des paroles de grands esprits qui disent qu'il faut dominer la nature, qu'il faut la conquérir, qu'il faut la brutaliser, qu'il faut la faire rendre gorge. Alors cette dernière phrase, c'est moi, mais ça traduit toutes les phrases que j'ai entendues. Donc l'Europe a pendant plus de 2 siècles développé ce rapport-là à la nature. Et maintenant, elle se rend compte, parce que ses propres recherches aussi ont contribué à une connaissance plus fine de la nature. Parmi ses propres recherches, il y a évidemment la recherche spatiale. Je suis bien placée puisque les fusées sont lancées depuis chez moi, ma terre de Guyane. Mais cette recherche spatiale a abouti à l'installation de satellites qui observent la Terre. Et les Européens ont donc découvert d'abord l'unité de la planète, le fait que tout est lié, et que les conneries de frontières qui ont été inventées dans ces mêmes époques-là, que ces conneries sont d'immenses conneries, que la nature elle-même, c'est-à-dire les montagnes traversent les pays, que les bassins versants se partagent entre les pays. Voilà, donc la planète est une. Je pense qu'il est temps qu'une grande institution universitaire comme la Sorbonne, mais toutes les institutions universitaires, c'est-à-dire ces lieux où on forme l'esprit des prochaines et prochains citoyens, mais surtout des prochaines et prochains décideurs et décideuses, dans ces lieux-là, il est temps qu'ils se mettent au diapason du monde. Vous allez dire ça à votre professeur avec des guillemets, en disant que c'est ma parole et que c'est une parole publique. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Si, ça fonctionne bien. Ok. En fait, je pensais avoir une question, mais je pense que j'en aurai plusieurs. Elles sont assez larges, donc j'espère que vous pourriez me fournir une réponse concluante. Sans vouloir vous vexer. Donc, premièrement, la promulgation de la loi Taubira en 2001 a permis donc de rajouter l'esclavage aux crimes commis contre l'humanité. Que pensez-vous en quoi pensez-vous que la reconnaissance témoigne d'un enjeu pour l'avancement donc des différents, par exemple, peuples noirs dans le monde, mais également de manière générale des oppressions qui sont faites aux peuples dans le monde? Et ma deuxième question portera sur les différents débats au sein des communautés d'intellectuels noirs du monde entier sur la place spécifique qui est faite aux peuples victimes de l'esclavage et différentes oppressions et leur rapport dans la modernité, le fait que la modernité se soit quelque part faite sur leur dos au travers notamment la traite négrière et par exemple en reprenant les mots d'Achille Bembe, la raison nègre. Ma question serait, quel avenir, notamment dans un contexte français, pour ces peuples, quel avenir pour cette histoire? Comment est-ce qu'il faut l'aborder aujourd'hui, selon vous? Alors, déjà, moi, je crois que depuis, donc ça fait presque 25 ans maintenant que cette histoire est enseignée. Elle est enseignée. Alors, il y a des enseignants, je le sais, hein, en France, mais en Guyane, ailleurs aussi, il y a des enseignants qui ne s'y collent pas. Bon. Je crois même en Guyane, par exemple, on m'a dit, ce sont des enseignants qui me l'ont dit, donc j'y mets juste des guillemets, mais j'ai confiance. Hein, ce sont des enseignants sérieux qui me l'ont dit, mais moi, je ne l'ai pas expérimenté directement, donc je transporte une parole qu'une inspectrice de l'éducation nationale aurait dit que c'était pas obligatoire. Donc, il m'arrivait de rappeler en public que si, c'est obligatoire, parce que la loi, c'est obligatoire. Donc, si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. On change de métier, éventuellement, mais c'est obligatoire. Moi, je pense qu'on ne forme pas les mêmes générations quand on enseigne l'histoire de façon totale, de façon complexe, de façon subtile, de façon intelligente. On ne fabrique pas les mêmes générations parce qu'on n'a pas le même rapport ni aux autres, ni à soi, ni à son environnement, ni au monde, ni à l'avenir. On n'a pas le même rapport. Si on est un sujet du monde et qu'on participe à l'état du monde, que si on est un objet dans l'évolution du monde. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas les mêmes personnes si on vous dit, moi j'ai grandi en apprenant à l'école et ailleurs que Schœlcher a libéré les esclaves, Victor Schœlcher a libéré les esclaves, et que tous les ans d'ailleurs il y avait une cérémonie de remerciement à Victor Schœlcher. On ne grandit pas avec le même état d'esprit, on ne regarde pas le monde, on ne se projette pas dans le monde de la même façon si on apprend ce qu'a été exactement le commerce triangulaire,
C'est-à-dire comment un système capitaliste en pleine expansion a besoin de dépasser les marchés européens, et comment, pour lui permettre de dépasser les marchés européens, on affrète des navires, on capture des personnes, et comment, pour justifier que pendant des siècles on capture des personnes, on déclare que ces personnes ne sont pas des personnes, que ce sont des biens meubles, c'est ce que dit le Code noir, hein, déclarant les esclaves biens meubles et en tant que tels entrer dans la communauté. Donc, non pas dans la communauté des humains, mais dans la communauté des biens du patrimoine de leur maître. Bon. On ne peut pas avoir le même rapport au monde, ni le même rapport aux autres, et même le même rapport à soi. Donc, lorsqu'on vous enseigne que... Alors, Schœlcher a tous les mérites, hein, et il a vraiment des mérites, parce que ça a été un réel abolitionniste, qui a œuvré, dès qu'il a accédé au gouvernement, il a œuvré à la rédaction du décret d'abolition, de la deuxième abolition de l'esclavage, en 1848. Il était favorable à l'indemnisation des propriétaires d'esclaves, parce que la France était imprégnée du droit de propriété reconnu par sa Constitution. Mais lui, il était le seul à penser qu'il fallait aussi indemniser les personnes qui avaient été esclavisées. Donc, il était le seul à la penser, il n'a pas gagné sur ça, mais par contre, les propriétaires d'esclaves ont bien été indemnisés. Donc, Schœlcher a des mérites avec les contradictions que nous avons toutes et tous. Il a eu des périodes où il a hésité parce que les colons, les milieux d'affaires, les milieux esclavagistes étaient extrêmement dynamiques, extrêmement mobilisés. Et donc, merci, c'est très aimable. Merci pour cette attention. Et donc, j'ai 3 nuits blanches. Et mon dernier repas, je disais, il remonte à quoi? Dimanche, mais peut-être lundi. Peut-être lundi. Mais maintenant, je sens que j'encaisse moins bien les nuits blanches et les jeûnes forcés. Les jeûneux, avec accent. Même s'il me plaît d'être une vieille dame indigne. Donc, je reprends. Donc, vous voyez, l'enseignement, c'est un enjeu majeur. Non seulement je voulais pas que les enfants, les ados découvrent ça, parce que c'est une histoire d'une telle violence, que moi, lorsque je l'ai découverte toute seule. J'étais étudiante à Paris. J'aurais mangé la moitié de la terre. La rage qui m'a habitée, la fureur qui m'a habitée. Heureusement, j'ai réalisé qu'elle allait me consumer. Qu'elles allaient me consumer, cette rage et cette fureur. J'ai réalisé ça parce qu'en plus, j'étais tellement heureuse d'être à Paris. Il y avait des librairies tout le long du boulevard Saint-Michel. Il y avait des cinémas. Il y avait, bon voilà, c'était le bonheur absolu par rapport à moi. Je venais de Cayenne. Il n'y a pas une seule librairie à Cayenne à cette époque-là. Bon. Donc, voilà, je vais chez Gibert, j'achète les vinyles de Miles Davis, de Roberta Flack, de Nina Simone, de Keith Jarrett, etc. Je me ruine. C'est pour ça que je n'ai pas grandi ni grossi. Je ne mangeais pas. Mais j'ai acheté des livres et des vinyles. Donc, je découvre cette histoire en même temps. Je me dis, ça colle pas avec la société dans laquelle je suis. Ça colle pas avec le bonheur que je puise dans cette société-là tous les jours. Ça colle pas et c'est pas possible. Il faut que je m'en sorte. Il faut que j'arrive à sortir la tête de l'eau et que je prenne une bonne bouffée d'air et que je respire. Donc, mais je n'ai jamais oublié la violence et la rage en moi. Mais c'est parce que je voulais me sauver moi-même que j'ai cherché, et que je suis tombée sur les histoires de marronnage, que je suis tombée aussi sur l'histoire des abolitionnistes, et que j'ai pu respirer en me disant, mais ouf, c'était pas une histoire en noir et blanc, quoi. C'était pas une histoire juste comme ça, les blancs méchants d'un côté, et puis les pauvres noirs victimes de l'autre. Qu'il y a de l'individualité partout, qu'il y a de la conscience partout, qu'il y a de la volonté de vivre partout, qu'il y a de la fraternité possible partout. Et c'est ça qui m'a permis de prendre une goulée d'air. Donc, ce souvenir-là fait que lorsque je suis parlementaire et que je dépose cette proposition de loi, je me dis, mais non, les nouvelles générations, elles ne vont pas découvrir ça toutes seules et par hasard, quoi. Donc, la question de savoir comment les peuples aujourd'hui vivent ça, mais tous les peuples, y compris les peuples des anciennes puissances esclavagistes. Un gamin qui grandit dans une ancienne puissance esclavagiste où on lui raconte que c'est normal les os humains des expositions universelles du début du siècle dernier. Qu'on lui explique que c'est normal qu'on traite de bamboula la petite fille avec qui on est à l'école dans la même classe. Mais qu'est-ce que ça va faire comme être humain?
Qu'est-ce que ça va donner comme citoyenne et comme citoyen? En quoi ça lui permet de s'élever? Mais même lui est victime de ça. Grandir en croyant qu'il est supérieur du seul fait qu'il a cette peau-là. Il n'a aucun mérite d'avoir la couleur de sa peau. Aucun mérite. Absolument. Et si on lui fait croire que juste cette couleur-là lui donne une supériorité, mais on fabrique des misérables. Vraiment des misérables. Donc il est important que nous portions ensemble cette histoire-là. Et donc la transformation que cet enseignement fait, c'est profondément une transformation générationnelle. On ne grandit pas dans la vie de la même façon. On peut se penser au pouvoir. On peut se penser responsable de l'état du monde. On peut se penser comme acteur, actrice de notre société, du monde et de l'avenir. On peut se penser, lorsqu'on sait que même si on a été écrasé, que ça a duré 4 siècles et demi, que les ancêtres lointains ont été traités de marchandises, de biens meubles, on les appelle les bois d'ébène, on les achetait, on les vendait, on les fouettait, on les marquait au fer rouge, on les mutilait, on les tuait, on avait le droit, le code noir autorisait à la 3e tentative de marronnage, la sanction c'était la mort, et le maître était indemnisé de la perte d'une partie de son bien. On ne grandit pas pareil, on ne regarde pas le monde de la même façon. Donc c'est essentiel, même si ce sont des transformations profondes et qu'on ne les perçoit pas immédiatement. Moi, je suis absolument sûre, et je le vois sur les nouvelles générations. Le rapport à cette histoire est différent. Donc voilà, c'est une longue réponse, je ne sais pas si elle vous satisfait, mais nous devons continuer à nous battre pour l'enseignement, mais pour que ça rayonne partout, que ce soit dans la musique, que ce soit dans des poèmes, que ce soit dans des jeux vidéo, que ce soit dans des bandes dessinées, que ce soit dans de la belle littérature, que ce soit dans tout, que ce soit au cinéma, ça l'est de plus en plus d'ailleurs. Donc voilà, c'est une histoire, nous devons la porter ensemble. Et si nous ne la portons pas ensemble, la seule issue, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès aux armes. Tout le monde peut avoir accès aux armes. Donc ça va être un champ de dévastation. On peut y échapper avec l'intelligence, la connaissance, l'amour, la créativité, le plaisir partagé, le bonheur. C'est quand même mieux comme perspective, non? Merci beaucoup. Salut tout le monde, je suis Khalil Pierrec, journaliste, écrivain haïtien et critique d'art. Je dis merci à Christiane Taubira d'exister. Et comme Haïti, et bon, c'est un des pays qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui, je vais le dire en poème en hommage à Haïti, écrit par René Depestre, qui s'appelle « Je connais un mot ». Je connais un mot aux ébrouements d'ailes. Il provoque des vertiges de bonheur. Il ressuscite les heures immortelles. Il gonfle les voilures de mes yeux. Il nourrit une lueur d'amour dans mes yeux et dans mes rêves. Je connais un mot en tournant d'épopées. Il flotte sur les mailles des prairies, sur la brise ménétrier volant, sur l'érosion des mornes, sur la détresse des cigales, sur la mer immonde et inquiète. Je connais un mot au charme caraïbe. Il brille dans les caprices des rivières, dans la lune au fond des mares, dans le bruissement des feuilles, dans le gazouillis des berceaux, dans la fumée panache des chaumières. Je connais un mot au passé fabuleux. Il se moque de l'amour de ses ennemis. Il condamne le malheur des taudis. Il tombe de sommeil sur sa natte dans la solitude des villes. Je connais un mot, tout flambant d'histoire. Il sonne la diane des petits matins d'émeutes, lors des rassemblements dans les bois fraternels, avant de mettre le feu au champ de Cannes et en poupe le vent de liberté. Je connais un mot qui est le bien de tous, des paysans enchaînés, des ristes avec, comme des familles dorées sur tranches, le bien de l'enfance aux joues d'émaciés, devant des tigres déguisés en citoyens. Je connais un mot qui contient toute ma vie,
mes espoirs et tout mon désespoir, ma tristesse du dimanche soir, mes jours complices de l'amour, mes bondissements de poulain, lâchés, poète dans la savane du monde. Ce mot donne un sens à mes nuits. Il veille sur la couleur de ma peau. Il est dans la fatalité de mes errances. Il alimente ma haine des injustices. Il est la détente de mes mains prêtes à gifler ceux qui prostituent leur métier d'homme. Ce mot est mon navire de paix. Ce mot est mon amour. Ce mot est ma folie. Haïti. Merci, monsieur, d'avoir donné voix à la magnifique, somptueuse poésie de René Depestre. Sublime poète, qui vit ici d'ailleurs. Je crois qu'il vit encore ici. Et il est plus que centenaire maintenant. Bonsoir. Merci. Alors, j'ai un petit appareil comme ça, et de temps en temps, j'écris dedans. Et un jour, j'ai pensé à ce nom, ces noms dont on a hérité. Et je vais le relire avec vous. Héritage, ce nom. Elle a ce nom accroché au cœur, comme du linge blanc sur une corde. Et coule au vent son épaisseur des gouttes de sang et de pudeur, et sèche autant son court bonheur des vœux volants et de la peur. Elle a ce nom séché aux yeux, comme feuille morte tombée des cieux, et brûle au feu son âme aimant, l'être lancé dans le bûcher, trop rouge de mots évaporés, marques usées des oubliés. Son nom brûlant, larmes diamant, son nom hurlant, cœur irradiant. Elle est ce nom, accroché à son cœur, comme drapeau blanc pendu au temps, et bat au vent sur grand écran la projection d'une trahison. Merci. Merci beaucoup. C'est l'occasion d'évoquer justement la question des noms. À la deuxième abolition de l'esclavage en 1848, les personnes esclavisées donc, ont reçu un état civil. Parce que dès leur capture, ces personnes perdaient leur nom. C'était un acte d'initiation, perdaient leur nom. C'est-à-dire que c'est le maître après qui leur donnait un prénom, en fait. Et donc c'est en 1848 qu'un état civil complet leur est octroyé. Et parmi les officiers d'état civil, il y en a qui se sont beaucoup amusés. Donc il y a des noms de moquerie, il y a des noms de mépris. Et puis il y a des noms aussi de facilité, c'est-à-dire beaucoup de noms de métiers, des noms de lieux, des noms de dieux, les dieux romains. Des noms d'empereurs. Donc, dans nos sociétés, on retrouve ces noms-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, il y a des noms qui sont très, très rudes à porter, très, très rudes à porter. Il y a parfois des personnes qui font la démarche de changer d'état civil. Et puis, il y a des personnes qui deviennent célèbres avec des noms difficiles à porter et qui conservent leur nom. Et moi, je trouve ça absolument magique, je trouve ça absolument magnifique, parce que c'est une façon d'abord de savoir, d'être lucide, consciente sur ce comportement abject. L'esclavage était terminé, mais le mépris se poursuivait, se renforçait même. Et des personnes qui disaient, moi je vais le porter parce que c'est mon nom en 1848, ça ne change rien à ma lignée d'avant. Et donc vous avez des personnes qui ont des noms... on ne fait pas attention si on ne sait pas cette histoire-là, mais peut-être que vous noterez dans différents champs artistiques, sportifs, etc., des noms, une fois qu'on les écoute avec attention, on se rend compte que c'est peut-être un nom de moquerie ou un nom de mépris. Donc voilà, ça veut dire en clair que nous avons décidé de porter tout cela.
Nous avons porté de tout cela, et c'est une des différences lorsqu'on connaît l'histoire. Lorsqu'on connaît l'histoire, il y a toute une chape de honte qui disparaît parce qu'on comprend qu'on n'est pas l'auteur de la honte. On n'est pas la source de l'origine de la honte. Et on se redresse, imperceptiblement, on se redresse. Et on regarde le monde différemment, on regarde les autres différemment, on se regarde et on se pense soi-même différemment. Et ça, c'est la plus grande délibération. On sort de la fable et de la légende, on a été libéré par des décrets d'abolition, on a été réasservi par le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. Nos ancêtres ont été des sujets de droit dès le début. Parmi les textes lus, il y avait un texte qui rappelait les suicides collectifs. Nos ancêtres ont été des sujets de droit. Ils ont résisté. Ils ont résisté depuis l'acheminement jusqu'aux côtes atlantiques. Il y a eu des révoltes. Il y a eu parfois, lorsqu'ils traversaient, lorsque cette colonne de personnes entravées traversait les villages, il y a eu parfois des révoltes des villages, des villageois, des paysans dont on traversait la terre, qui se révoltaient pour essayer d'aider ces personnes-là à s'échapper. Et jusqu'à la côte atlantique. Et même dans la maison des esclaves, à Gorée, à Ouida ou ailleurs, ces personnes entravées, enchaînées, il y a eu toutes sortes de formes de protestation. Et il y a un cas très très particulier sur un bateau. Alors, il y a un texte qui disait que lorsqu'ils étaient pourchassés, parce qu'à partir de l'interdiction de la traite a été interdite plusieurs années avant l'interdiction de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. Et donc, les navires négriers étaient poursuivis. L'esclavage se poursuivait dans les colonies américaines, caribéennes, océan Indien, mais la traite était interdite. Donc, il n'était plus possible, il n'était plus légal de... Alors, c'était pas... Même si l'argument a été annoncé au Congrès de Vienne comme étant contraire à la morale universelle, ce n'était pas pour de grandes questions morales. C'est qu'en fait, il y avait des rivalités. La révolution industrielle dans les pays européens a généré des rivalités entre les puissances, entre les économies européennes. Et parmi ces rivalités, la Grande-Bretagne, par exemple, était un pays en tant que pays insulaire avec une grande flotte. La Grande-Bretagne était en pointe dans le développement économique, dans le développement de l'industrie, et voyait, comme dans la guerre de sécession aux États-Unis, entre le Nord et le Sud, la partie industrielle trouvait qu'il y avait une concurrence déloyale dans les territoires qui restaient agricoles, parce que les territoires agricoles avaient de la main-d'œuvre gratuite. Donc, il y avait des écarts de productivité qui faisaient qu'il y avait une rivalité entre, pour dire vite, les territoires industriels et les territoires agricoles. Donc, la Grande-Bretagne avait intérêt à réduire la compétitivité des colonies. Donc, elle a été très active, avant l'abolition, elle a été très active pour l'interdiction de la traite. Donc, elle était chargée, parce qu'elle avait une flotte importante, elle était chargée de contrôler les navires négriers. Donc, elle pourchassait les navires négriers, et on connaît plusieurs cas de navires où les esclaves ont été jetés par-dessus bord parce qu'ils ont aperçu les navires de contrôle qui arrivaient. Donc, c'est sur un de ces navires, donc avant même la traite, sur un de ces navires, il y a une personne esclavisée, enchaînée, qui n'est pas encore esclavisée, qui est un captif enchaîné et qui décide de ne pas se nourrir. Donc, ils étaient nourris comme on nourrit du bétail, c'est-à-dire pour tenir le coup, pour tenir la traversée, de façon à être vendus au marché aux esclaves avant, parce que ceux qui font la traite, ils font juste la traversée. Donc, il faut qu'ils vendent leurs marchandises à l'arrivée. Donc, quelques jours avant l'arrivée, ils font monter les esclaves pour qu'ils prennent de l'air, pour qu'ils prennent de l'exercice, pour qu'ils aient une meilleure mine et qu'ils puissent être mieux vendus sur les marchés aux esclaves. Et donc, sur un de ces bateaux, il y a un de ces captifs qui décide de ne pas se nourrir. Il décide de ne pas se nourrir et un matelot, sur les ordres du commandant, sera chargé d'essayer de l'obliger à se nourrir. Et il va utiliser... Alors, vous savez, les femmes, nous connaissons le spéculum. J'espère qu'il est aboli, le spéculum. Mais nous connaissons le spéculum. Mais l'appareil originaire, avant qu'un esprit un peu tourmenté utilise cet appareil-là pour nous, c'est un appareil qui servait de la même forme qui servait à nourrir des personnes éventuellement de force parce qu'elles ne pouvaient pas se nourrir ou pour des tas de machins. Et donc on lui en met un, on essaie de le nourrir. Et lui il résiste jusqu'à ce qu'il meure. Donc les formes de protestation, toutes les formes
de protestation ont existé, toutes les formes. C'est pour ça que je dis que nos ancêtres ont été des sujets dès le début, quel que soit ce qu'ils ont fait, y compris mourir de faim. C'est devenir sujet de son destin à soi. C'est devenir sujet de l'histoire, c'est-à-dire de montrer que la dignité est plus importante même que la vie. Que plutôt que d'accepter ce sort-là, je meurs. Je vous échappe. Je vous échappe. Vous voulez faire de moi une marchandise? Vous voulez gagner de l'argent en me vendant? Je vous échappe. Je ne suis pas votre capital. Je ne suis pas votre meuble. Je ne suis pas votre chose. Je vous échappe. Donc je deviens sujet de mon propre destin. C'est un destin tragique, mais je suis sujet de mon propre destin. Donc quand on sait ça, et l'enseignement doit transmettre tout ça, lorsqu'on sait ça, on a un autre rapport à la vie. Je le répète, on a un autre rapport à la vie, on a un autre rapport à soi, on a un autre rapport aux autres. Et ce rapport aux autres, il est aussi nourri du fait que on comprend que les motivations, elles ne sont pas... Les doctrines raciales et racistes sont construites, que les motivations a priori ne sont pas raciales ni racistes. Mais puisque c'est ce continent-là, et que les personnes ont cette apparence-là, on va le justifier de cette façon-là. Si la traite et l'esclavage s'étaient appliqués au continent asiatique, on l'aurait expliqué différemment. Donc on comprend en se hissant à la hauteur de l'humanité, en disant dans le destin tracé le plus fatal, je me cabre, je campe, et je dis, moi je suis un homme, moi je suis une femme, moi je suis une personne. Et la meilleure preuve que je suis une personne, je suis prête à aller à la mort plutôt que de me laisser asservir. Le fait de dire ça, on agit sur le monde. On agit sur le monde. Et toutes les générations de personnes qui ont été asservies ont fait cela. Il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a qui sont écrasés parce que tout le monde n'est pas fort, parce que tout le monde n'a pas la même volonté. Et ça ne justifie pas d'écraser ceux qui n'ont pas la même force ni la même volonté. Mais à toutes les époques, dans toutes les situations et dans tous les lieux, il y a eu des personnes. Et quand on a conscience qu'on vient de là, pardon, hein, franchement, quand on a conscience qu'on vient de là, je ne sais pas de quoi on peut avoir peur. Je ne sais vraiment pas de quoi on peut avoir peur. On me dit que c'est bon, alors je termine de 2 phrases. C'est bon au sens de ça suffit, rentrez chez vous. C'est ce c'est bon là, hein? J'avais une question à vous poser. C'est pas c'est bon, continue. C'est bon, ça suffit, rentrez chez vous. J'avais une question à vous poser. Excusez-moi, c'est moi qui fais des réponses interminables et qui ai consommé du temps. Je suis là. Je voulais vous poser une petite question. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre doucement. Je suis en bas, en fait. Est-ce que vous avez des projets en 2027 ? Non, on se calme. On se calme. Je voulais juste vous dire, franchement, c'était une soirée fabuleuse. Madame, excusez-moi, je ne vous ai pas repéré, mais voilà. Merci, je le prends pour une déclaration d'affection. Et donc, je la reçois. Je la reçois sur mon cœur, directement. Je veux juste vous dire que vous êtes un public fabuleux. Alors moi, je connais le public de cette maison, puisque je vous dis, j'ai l'habitude de venir ici. J'avais l'habitude, j'ai l'habitude, je continuerai à avoir l'habitude. Donc voilà, vous êtes un public fabuleux, vous avez été fabuleux. Je suis vraiment très contente d'avoir vécu cette soirée parmi vous. Vraiment parmi vous. Je répète, ça m'a permis de voir les visages, ça m'a permis de voir les ballets. Mais aussi, ça m'a permis d'entendre et de recevoir et de ressentir les vibrations. Vraiment. Donc il y a quelque chose qui s'est installé très très vite dans la soirée, entre vous et ces artistes. Alors moi, je les connais toutes et tous. Je vous l'ai dit au début, je les admire, je les respecte et je les aime.
C'est juste exponentiel, quoi. Après ce soir, c'est la même chose, mais exponentielle. Donc, merci pour les talents, pour le talent de chacune, de chacun, le cœur qui a été mis dans tout cela. Le cœur, C-H-O-E-U-R, c'est-à-dire l'harmonie qu'elle et ils ont réussi à installer, la délicatesse du groupe, je ne sais pas si on vous appelle de l'orchestre, ou le Big Band. Le Big Band qui a interprété un chant traditionnel de chez moi avec beaucoup de virtuosité. Merci à vous, ça m'a fait du bien de passer cette soirée avec vous. Merci. Comme moi qu'a pleuré quand il a coulé. Papa condamné à force ici. Travail bas métier, joli que bavé. Mais je me bats caillou. C'est que lui on va dire, il n'a qu'à pleurer. Allez, allez. 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 Rentrez chez vous. Merci d'être venu.